Édition Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Moustapha Sall, archéologue. Professeur Sall est le président de la sous-commission archéologie au sein du comité de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye le 1er décembre 1944. Bonsoir professeur Sall. Bonsoir Souleymane. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de cette page sombre de notre histoire, de l'histoire de notre relation avec l'ancienne puissance colonisatrice, la France, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale plus largement. Dans une publication sur son compte Facebook, le président Bassirou Diomaye Faye évoque la cérémonie de commémoration de ce matin en ces mots. Thiaroye nous rappelle que la vérité, la justice et la dignité ne s'effacent jamais. On pense naturellement aux traces, aux preuves que votre science, l'archéologie, peut me permettre à jour à l'issue d'une démarche méthodique. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de ce que l'archéologie, votre science, a permis de découvrir sur ce massacre-là depuis que vous avez entamé votre travail au sein de ce sous-comité, de cette sous-commission au sein du comité? Merci Souleymane, comme vous l'avez dit, en fait l'épisode de Thiaroye fait l'objet de plusieurs controverses et de débats passionnés. En fait, parce que c'est un épisode qui est arrivé le 1er décembre 1944 et donc qui en principe devait être dans les archives de la puissance coloniale. Et en fait, l'exploitation de ces archives, déjà l'accès à ces archives pose problème. Certaines sont caviardées, d'autres sont classifiées. Caviardé, ça veut dire qu'il y a, par exemple, pour le lieutenant-colonel qui était ici, en fait, tout ce qui le concernait était barré, etc., invisible. D'accord. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, c'était quelque chose qui était caché. Et ensuite, il y avait certains qui sont classifiés, d'autres sont épapés, cachés. Donc, en fait, les collègues historiens qui travaillent dans les archives rencontrent beaucoup de problèmes pour accéder à ces archives-là, donc pour reconstituer ce qui s'est passé déjà depuis la France, parce qu'en fait, il est inadmissible que dans une armée organisée, qu'on ne puisse pas vous dire combien de tirailleurs ont embarqué dans un bateau. Donc le manifeste fait, il y a une polémique entre les historiens déjà par rapport aux sources, combien ont embarqué à partir de Morlaix, combien sont restés à l'étape de Casablanca, combien sont arrivés à Thiaroye, alors qu'on sait que dans une armée, on a toujours l'appel au drapeau le matin, on sait qui est là, qui n'est pas là, etc. Et donc, en fait, ça, c'est un des problèmes. Ensuite, l'autre problème, c'est par rapport à l'événement, le massacre qui a eu lieu. En fait, il a eu lieu à quelle heure, à quel moment de la journée, combien sont morts, avec quel armement, etc. Et donc, où? Et là, voilà des questions qui, en principe, devaient être consignées dans les archives de la puissance coloniale et pour être accessibles à un moment donné pour éclairer. Et là, c'est là où, en fait, l'histoire, comme les sources historiques, surtout archivistiques, commencent à s'essouffler, à montrer à limite à ce niveau-là. Mais ensuite, il y a une deuxième source qui était là, qui est celle des témoignages. Donc des descendants des tirailleurs ou des populations qui étaient dans le périmètre de Thiaroye, du camp, et qui ont témoigné par rapport à l'événement, surtout par rapport aux enterrements. Et donc on voit qu'ensuite ce sont des témoignages aussi qui restent toujours parcellaires. Et ce n'est pas toujours très fiable. Et toujours pas toujours fiable. Donc il faut faire un travail de recoupement extrêmement méticuleux pour arriver à ce fait. Alors il reste, en tout cas maintenant, le troisième élément. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. Et c'est en ce moment-là que l'archéologie entre en scène. Parce que l'archéologie est une science qui essaie de restituer le passé, mais à travers des faits. On commence, si les uns et les autres vont aller voir les bibliothèques, les archives pour ouvrir ce que les gens ont écrit, les autres vont écouter ce que les gens disent, l'archéologie va voir ce que les gens ont fait. Et donc c'est ça un peu l'histoire de l'archéologie, donc de manière vraiment platonique, pour que vos téléspectateurs comprennent. Et donc c'est en ce moment-là qu'on se dit, on va entrer en jeu. Parce qu'il y a énormément de débats. On nous dit que le cimetière militaire de Thiaroye, dans le cimetière, il y a 34 tombes
elles sont supposées être celles des victimes du massacre. En tout cas, une partie. Une partie. Donc d'autres vous disent non, il y a les dalles au niveau de l'école, au niveau de l'hôpital, au niveau du foirail, au niveau du camp militaire. Ah, c'est un large périmètre. Donc on voit maintenant qu'en fait, il y a plusieurs endroits qui sont indiqués. Alors, mais étant donné que, en fait, officiellement, la version officielle est reprise et même validée, c'est que dans le cimetière militaire de Thiaroye, qui était un cimetière militaire géré par la France. Mais en fait, l'histoire même du cimetière est extrêmement compliquée. C'est cette version officielle qui arrête le bilan à 34 morts. Bon. Alors que d'autres sources parlent de plusieurs centaines. D'autres parlent de 70, on est dans les 300, 400, etc. Parce que ensuite, vous voyez, là, maintenant, l'idée, c'était de travailler sur des hypothèses ou des thèses qui ont été avancées. On va essayer de les tester. Parce qu'on dit, OK, dans le cimetière militaire de Thiaroye, on a 202 tombes. Mais parmi les 202 tombes, il n'y a que 34 qui sont supposées être celles des tirailleurs qui ont été massacrés le 1er décembre. Qui sont dans un carré. Quand vous entrez, c'est le lot qui est à droite. Vers le Bawab. C'est ça. Ensuite, donc nous, dans le cas, même nonobstant cette thèse relative aux tombes, il y a encore une controverse par rapport même aux tombes. Oui. D'aucuns disent que non, les tombes sont vides, ce sont des cénotaphes. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est une mise en scène. D'autres disent, oui, peut-être, mais en fait, les tombes sont postérieures, c'est une mise en scène parce qu'elles sont postérieures aux inhumations, au massacre. Donc, en fait, d'autres disent que là, les tombes reposent sur des fosses communes. Alors, dans le cadre du livre blanc, c'est là où l'archéologie devient maintenant la science qui va un peu aider à faire avancer les choses. Parce que justement, comme je l'ai dit, les deux sources étant un peu essoufflées, alors il fallait tester ces hypothèses-là. Et donc, dans le cadre de notre premier travail, c'était de tester à partir de ce lot 1, on teste 3 tombes qui sont dans les... Parce que quand vous entrez dans le cimetière, vous avez 3 rangées. La première rangée, deuxième, troisième. Alors, on a fait une transecte pour tester, pour creuser 7 tombes. Et justement, c'est là, en fait, qu'on a entré en action. Et ce qu'on a trouvé permet de confirmer certaines hypothèses en disant, que les tombes ne sont pas des cénotaphes. Parce que sous les tombes, il y a quelque chose. Donc, on est d'accord qu'il y a eu des sépultures. Premier constat. Deuxième constat, mais aussi les tombes sont postérieures, sont une mise en scène parce qu'elles sont postérieures aux inhumations. Qu'est-ce qui vous a permis de le dire? Donc, parce que c'est très simple. Quand vous avez... regardons de manière anthropologique. Quand quelqu'un décède, on creuse sa tombe, on l'enterre et on entoure sa tombe. C'est ça. Alors, ici, dans le cas d'espèce, les sépultures, parfois certaines sépultures sont même en dehors de la tombe. C'est décalé par rapport, au lieu d'être au milieu de la tombe, on les retrouve sous le mur de la tombe. Parfois l'autre, certains sont même décalés carrément à la tombe. Donc ça veut dire qu'en fait, ces tombes, ce sont des tombes qui ont été érigées après et en posant après. Donc en fait, et quand on preuve, on voit que déjà les individus sont posés de manière parallèle, ça suppose que ça peut être une fosse commune. Ils ont dit que les tombes ne sont pas des tombes individuelles. Et là, dans la troisième rangée, ce qui est intéressant, vous avez une tombe avec une stèle, et justement, quand vous avez une tombe avec une stèle, c'est supposé que la tête soit vers... Et justement, il y a certains où ce sont les jambes qui sont au niveau de la stèle, et la tête est de l'autre côté. Donc déjà, ça montre qu'en fait, encore que ces tombes ont été érigées plus tard. Et là aussi, même en fonction des briques qui ont été trouvées, on voit qu'il y a deux pratiques, deux périodes différentes. Ensuite, maintenant, ce que les fouilles ont montré, et qui n'est, en fait, même malgré la polémique par rapport aux archives, c'était en fait comment ils sont morts. Et là, les premières fouilles ont montré des méthodes d'enterrement différentes. 3 méthodes différentes. La première rangée, ce sont des individus qui sont habillés, donc on peut dire de la tête aux pieds. C'est ça. Alors, avec leur brodequin, leur veston, leur chemise, etc., alors, ça suppose qu'ils étaient habillés, qu'ils ne dormaient pas. Parce qu'en principe, on ne dort pas avec les patogas et tout. Non. Alors que dans les films, tout ce qui est apparu, on vous dit que c'est à l'aube qu'ils ont été mitraillés. Alors ici, on trouve des individus qui sont habillés et qui étaient dégradés.
on a trouvé des indices, des éléments qui montrent qu'ils étaient gradés. Et ces individus-là, les trois, il y a le premier qui est enchaîné. Au niveau des tibias, on a trouvé les chaînes. Donc ça veut dire qu'il était enchaîné. Celui-là, il est enchaîné. Et les autres, on le voit avec la même posture où vous avez les pattes supérieures qui sont collées. Et le troisième, on le voit avec une balle et ensuite la calotte crânienne qui a presque disparu. Et là, c'est la première rangée. On se retrouve avec, on dit ok, donc on continue et on se retrouve avec la deuxième rangée où on commence à avoir des cercueils, des coffrages en bois. C'est ça. Et les trois individus de la deuxième rangée étaient tous enterrés avec des coffrages en bois. Et ce sont les individus, hormis celui qui a, pour la rangée 1, qui a perdu sa calotte crânienne, la deuxième rangée, les individus sont complètement, vraiment atteints, mutilés. Certains ont, par rapport à la partie gauche, il n'y a plus de côte. Il y a une partie de la colonne vertébrale qui a disparu, le bassin a disparu, et on a trois, et même le premier a même la bouche ouverte. Alors on suppose qu'il est. Donc on voit que ces individus-là sont arrivés dans un état extrêmement lamentable, comme dirait, ou bien catastrophique, ou bien même diminué. Et là, on précise que le contexte stratigraphique est le même, donc la conservation, la disparition de parties du corps n'est pas liée au contexte stratigraphique, c'est-à-dire au niveau du contexte dans lequel ils sont enterrés, parce que c'est le même contexte. Et là, donc, ça, ce sont des éléments préliminaires qui jettent encore une autre pierre dans le pavé, en disant attention, maintenant parlons encore, maintenant est-ce que il n'y a pas plusieurs types d'exécution, ou bien en fait il y a plusieurs lieux d'exécution, parce que ceux qui sont dans les coffrages en bois, est-ce qu'ils ont été tués ici, ou bien ils sont morts ailleurs, à l'hôpital, ou etc., et ou bien vu leur état, ils les ont mis dans les coffrages en bois. Parce qu'en fait, et là c'est intéressant, on s'est posé la question, nous nous sommes posé la question, à savoir peut-être que au niveau de ceux qui sont enterrés dans les coffrages en bois, peut-être qu'ils pourraient être des militaires blancs, entre guillemets. Mais en fait, la conclusion qu'on en tire, c'est que s'il s'agissait de soldats européens, il serait identifié, il ne devait pas être anonyme. Ça, la génétique peut le déterminer. Exactement, monsieur Nian, vous avez bien vu, et justement c'est à ce niveau-là qu'on a dit, ok, il faut qu'on commence aussi à faire un travail, parce qu'en fait, dans le cadre du livre blanc, il fallait faire ces tests-là pour le livre blanc. C'est donc une amorce. Et là, il y a 2 semaines, nous sommes revenus sur le terrain, on a réouvert les sondages, et pour chaque individu, avec les collègues du service génétique de la faculté de médecine de Dakar, nous avons pris des échantillons ADN, ça veut dire qu'à partir des dents, et là ils vont travailler sur le séquençage génétique à partir des dents, et les envoyer dans les labos, parce qu'ils n'ont pas le labo pour le faire ici, ils vont les envoyer dans les labos étrangers, pour maintenant commencer à avoir une carte génétique de ces individus-là. Très bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé par exemple des balles? Parce qu'on aurait pu penser que, vu la différence de traitement, pour parler trivialement, je ne parle pas votre langage scientifique, hein, vu la différence de traitement, est-ce que vous avez tiré des conclusions, ne serait-ce que provisoires, enfin conclusion provisoire, c'est un peu contradictoire, mais juste pour dire si vous avez pu inférer la manière dont tel ou tel a été tué, ceux qui sont morts parce qu'on a tiré dans le tas, d'autres auraient pu être exécutés. En bonne et due forme, si tant est qu'on puisse parler de bonne et due forme en la matière, quelles sont les conclusions, d'une certaine manière, que vous avez tirées de ce point de vue-là, sur la manière dont les personnes sont décédées? Effectivement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans la description, nous avons trouvé une balle, il y a une balle sur un individu de la première rangée dans le côté gauche. Alors sûrement, le côté gauche, c'est le cœur. Ça pourrait être une exécution, mais la balistique militaire est en train d'examiner la balle pour voir l'origine de l'arme. Ah, très bien. Donc déjà, ils sont en train de faire cette étude-là, mais justement, c'est dans ce questionnement-là qu'on s'est posé beaucoup de questions. On se dit, écoutez, dans le récit, dans les archives, on dit ils ont été mitraillés par des automitrailleuses de l'armée française, ou même parfois du matériel
prêtés par l'armée américaine. Donc ça suppose des obus, etc. Est-ce que les individus qui sont dans les coffrages n'ont pas reçu des obus, qui les ont complètement déchirés, broyés? Bon, ça peut être une problème, mais en tout cas, dans le cimetière, pour la première phase, au niveau des tombes, nous n'avons trouvé qu'une balle. On n'a pas trouvé de fragments d'obus ou d'autres éléments. Alors ça suppose qu'il va falloir élargir le périmètre. Et donc à ce niveau, je rappelle que quand on s'est arrêté, parce qu'il fallait voir s'il s'agit de fosses communes ou de charniers. C'est ça. Parce qu'un charnier, c'est vraiment, vous avez des individus qui sont superposés de manière désordonnée. Mais aussi une fosse commune, on peut avoir une fosse qui est creusée, qui est différente d'une sépulture individuelle, mais où des individus sont superposés, sont alignés, même parfois superposés les uns aux autres. Mais dans le cas d'espèces, vu que quand vous êtes à Thiaroye, Thiaroye est au-dessous de la mer. Donc du coup, quand à une certaine profondeur, on commence à atteindre la nappe phréatique. Ce qui fait que nous, quand on a trouvé les individus, on a commencé à avoir de l'humidité. Donc et on ne pouvait pas aller au-delà. Et c'est pourquoi on a demandé au gouvernement de nous vraiment donner un radar à pénétration du sol, un géoradar, un RPS, qui nous permettra de scanner. Alors, en dessous. Beaucoup de choses. Les deux comment dire, informations, disons, que vous venez de nous donner, c'est qu'il y a un travail qui va se faire au niveau génétique, qui est en train d'être fait avec l'université. Après, on fera le séquençage peut-être avec la coopération d'autres. Alors, vous nous dites aussi que il y aura un travail d'élargissement du périmètre, d'utilisation de moyens un peu plus modernes pour sonder davantage, etc. Et tout ça, dans quel délai? Alors, donc, en fait, vous voyez, parce que pour Thiaroye, c'est extrême. Rien que pour les 7 tombes, ça nous a pris 20 jours de travail, avec 18 éléments sur le terrain. Donc là, actuellement, le chronogramme qu'on compte faire, c'est maintenant d'élargir les recherches déjà de fouilles des autres tombes dans le lot 34. Pour voir est-ce que l'hypothèse qu'on a vue à partir des 3 premières rangées qui étaient juste habillées, certains enchaînés, est-ce que la première rangée, c'est la première rangée où les gens ont été alignés et exécutés ou bien, etc. Parce que en fait, ça, c'est un peu important parce que ce qu'on a trouvé, ils étaient déjà de corpulence assez forte, 1,80 m, et enchaînés, et ils étaient dégradés. Est-ce que c'était pas la lignée ou ce sont des hypothèses que j'envoie, qu'ils ont alignés et qu'ils les ont exécutés parce qu'ils étaient les meneurs. Ensuite, est-ce que la deuxième rangée, c'est des gens qu'ils ont amenés plus tard, qui étaient dans les coffrages en bois? Est-ce que toute la deuxième rangée est constituée de sépultures sous coffrage en bois? Et ensuite, après de voir la troisième rangée où l'individu à la tête, à l'opposé des autres, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on commencera à partir de février, janvier, si les moyens sont là. Aussi, il faut le dire, l'archéologie exige des moyens. Donc, on commencera à faire ce travail-là le temps que la nappe descende, qu'on puisse faire ce travail de continuer de tester l'hypothèse des 3 rangées dans le lot 34. Mais entre-temps, si le RPS, on a le radar à pénétration sol, on va scanner tout le cimetière. Même la surface bâtie, avec un radar à 20 mètres, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, au cas où il y aurait une dalle posée. Exactement, on va scanner, on scannera tout le cimetière, en dehors du cimetière, le forail, dans le camp militaire, il y a des dalles, dans l'hôpital, le CEP, donc partout où on nous indiquera qu'il y a eu la présence des tirailleurs ou bien qu'il y a eu un lieu où il aurait été massacré, alors on fera cette phase de prospection, de mapping par le géoradar pour avoir une idée nette et ça nous permettra d'avancer dans les recherches parce que maintenant on saura où est-ce qu'il faut aller exhumer maintenant pour voir le nombre et ça permettra maintenant d'éclairer un débat. Ils sont combien? C'est un travail passionnant. Le président a annoncé la coopération française en matière archéologique. Quelles sont vos attentes? Est-ce que ça fera la différence, d'après vous, en termes de moyens, en termes de compétences supplémentaires? Vous savez, en archéologie, l'archéologie est une discipline qui travaille beaucoup dans l'interdisciplinarité. Et donc, en fait, on a tous des spécialités. Et ensuite, dans le cas d'espèces, j'ai parlé de génétique avec les collègues de la fac de médecine. Mais en réalité, ici, on a des archéogénéticiens, des gens qui sont spécialistes des squelettes
Ce serait bien parce qu'on n'en a pas ici. Donc ça permettra aussi de faire avancer l'étude. Mais en même temps, maintenant au Sénégal, on n'a plus d'anthropologue physique. Par exemple, si on doit il va falloir pousser l'analyse des squelettes. Donc là, on va faire un légiste. Mais quand même, si on a un anthropologue physique, on connaît des collègues français, par exemple, qui ont travaillé sur le massacre des Harkis en Algérie. Oui. Donc c'est un spécialiste qui a travaillé sur le massacre des Harkis. Donc ça, c'est une expérience, c'est une compétence qu'on peut voir. Donc en fait, parce qu'en Harkis, nous sommes des scientifiques, on a l'habitude de travailler en équipe, quel que soit, en fait, sans passion, sans nationalisme, quel que soit. Donc entre scientifiques, on coopère. Et là, à chaque fois qu'il y a une équipe d'archéologues, vous voyez, on est dans une chaîne. Certains archéologues interviennent et il y a encore d'autres qui ne sont même pas archéologues, qui sont des physiciens, des chimistes, des spécialistes des insectes. Parce que dans le contexte de Thiaroye, on va même travailler sur le sable pour voir les insectes. Pour voir un peu même à partir des insectes, à partir du contexte, on peut voir est-ce que les sépultures sont contemporaines ou non. Parce que là, actuellement, c'est un problème. On dit que est-ce que les sépultures sont contemporaines? Est-ce que les individus ont été tous inhumés le 1er décembre ou bien après plus tard, ou 2 mois, ou 4 mois, ou 5 mois. Et ça, la science permet. Et là la science, à partir du sol, etc., permet de le faire. Et là aussi, ce sont des compétences qu'on ne dispense pas ici, mais donc dont on aura besoin. Si ce n'est pas la France, on fera appel encore ailleurs. Donc nous, on n'a pas cette barrière, cette obsession, parce que nous sommes des scientifiques, c'est une équipe, c'est des contacts, c'est un partage d'informations pour avoir juste le même objectif, c'est d'éclairer un fait. Justement, est-ce qu'il y a des pays, par exemple, qui sont intéressés par ces recherches archéologiques, qui ne sont pas forcément impliqués, comme la France l'est dans cette affaire, mais qui sont intéressés par l'enjeu scientifique de déterminer la vérité à partir de faits, d'artefacts, voilà. Non, déjà, au niveau africain, je commence déjà par au niveau africain, parce que n'oublions pas que les tirailleurs ne sont pas que sénégalais. Alors, déjà, on a des collègues burkinabés qui s'intéressent à venir participer aux recherches, y compris même aller jusqu'à amener peut-être des étudiants aussi de leur pays. Dans notre équipe, nous avons un Ivoirien. En fait, lui, il est ivoirien, mais il est enseigné au Sénégal. Mais en fait, on a juste cette demande déjà pour la coopération entre archéologues. Et ce serait intéressant parce qu'on a déjà l'association ouest-africaine d'archéologie. Donc, on a une organisation qui nous permettra peut-être de partager, etc. Ensuite, par exemple, pour les collègues de la fac de médecine, ils travaillent souvent avec un laboratoire sud-africain dans le cadre des séquençages. Mais le problème, c'est que justement, au niveau génétique, ils peuvent séquencer d'autres, mais ils n'ont pas d'appareil pour faire les séquences au niveau des dents. Et là, ma collègue, le professeur Khoya me dit que justement, il y a je crois que c'est un Ivoirien ou un Burkinabé qui a un laboratoire aux États-Unis et qui est capable de faire le séquençage génétique à partir des dents. Donc, vous voyez très bien, sûrement en France, il y en a. Donc, et là, même le collègue au niveau du Burkina, j'ai vu qu'il y a un collègue qui est spécialiste de génétique et qui est un peu. Donc, on voit, nous, en fait, c'est ça. Maintenant, comme c'est une commande aussi de l'État, ce qui est sur l'État à partir de la coopération bilatérale, pour nous aider un peu à accéder à envoyer des échantillons à ces laboratoires. Mais en même temps, moi, je plaiderais plutôt qu'on équipe le service génétique de la faculté de médecine de ces appareils de génétique, de séquençage, parce qu'en fait, le séquençage génétique, même si actuellement on peut l'utiliser dans le cadre de Thiaroye, on peut l'utiliser pour les plantes, on peut l'utiliser sur beaucoup de domaines. Donc ça veut dire que c'est ça. Il va falloir qu'on commence aussi à travailler à avoir cette indépendance matérielle. On a l'expertise ici, on a toutes les compétences, il reste juste le matériel. Alors, on a tendance à penser, c'est ma dernière question, à penser que l'archéologie, c'est creuser, aller sous le sol, etc. Est-ce que, dans le cas d'espèce, dans le cadre de la recherche de la vérité sur le massacre de Thiaroye, il y a en surface d'autres pistes que vous poursuivez pour, à partir des objets, à partir des faits, essayer de retracer un peu ce qui s'est passé, notamment dans le camp de Thiaroye, dans le quartier, dans les zones environnantes? Absolument, et c'est une excellente question, hein, parce que vous savez, au Sénégal, ils ne connaissent pas l'archéologie. À l'heure actuelle, je vous dis, peut-être il y a 10 années, on n'était que 3 ou 4 archéologues, maintenant on en est 13.
Donc ça veut dire qu'en fait, mais l'archéologie, en fait, vous voyez, si vous allez, on parle de la France. En France, moi, mon premier travail, quand je suis allé en 92, c'était d'être archéologue fouilleur qualifié. Parce qu'à chaque fois qu'il y ait un aménagement, il faut faire l'étude d'impact culturel. Oui. Et là, ce sont des archéologues. Avant, en France, c'était l'AFAN, l'Association des fouilles archéologiques nationales, qui est devenue maintenant l'INRAP, Institut national de recherche d'archéologie préventive. Et donc, c'est une question extrêmement fondamentale qui permet de documenter un passé. Et vraiment, je vous donne un exemple. En Espagne, quand l'Espagne organisait, je crois, les Jeux Olympiques de 92, ils ont fait une archéo préventive, ils ont trouvé un village néolithique quelque part, mais ils l'ont maintenant mis en patrimoine. C'est en fait, parce que l'Espagne, si vous êtes dans la province, en Catalogne, c'est 61% du produit interbrut qui est tiré du tourisme culturel. Et l'archéologie est la base de la création. Je viens du delta du Saloum, avec les Amakokié, Toubacouta, où le delta du Saloum, vous avez l'Amakokié de Djoramboumak, à Toubacouta, qui est l'unique site artificiel de coquillage au monde. C'est 12 hectares sur 50 mètres avec des tumulus, c'est une île toute artificielle. Vous la valorisez en termes de patrimoine, ça va vous créer 3 à 400 ou même des milliers d'emplois. C'est ce que tous les pays font, même africains dans le Maghreb ou en Afrique du Sud, c'est à part de l'archéologie, avec la valorisation du patrimoine, qu'on crée énormément parce qu'il y a le tourisme culturel qui suit. Donc tout ça, c'est dans l'archéologie. Et à Thiaroye aussi, ce sera fait parce que ce qu'on trouvera en termes, parce que avec les individus, on a trouvé des bracelets, des bagues et tout. Donc on fera intervenir nos collègues métallurgistes. Donc à partir des bagues, à partir de séquençage génétique, et en parlant de la base anthropologique qu'on a sur les ethnies ou les groupes culturels en Afrique de l'Ouest, certaines familles pourront reconnaître leurs ancêtres. Et donc ensuite, les éléments qu'on trouvera dans le cadre du musée, parce qu'on parle de mémoire, ça peut encore induire le tourisme mémoriel. Donc ça veut dire que c'est encore une source de travail. Et là, je fais un clin d'œil au ministre du Tourisme, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, à vraiment exploiter ces potentialités-là qu'on peut offrir et qu'on essaie d'offrir. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour l'archéologie au Sénégal. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion et ça, c'est très engageant, c'est très intéressant. Merci de nous avoir éclairé sur le rôle de l'archéologie dans la recherche de la vérité sur ce massacre du 1er décembre 1944 à Thiaroye. Des dizaines au moins, voire des centaines de tirailleurs sénégalais massacrés à leur retour de la Seconde Guerre mondiale. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. Dans un instant, une actualité commerciale à suivre. Graphique de Dakar et aux besoins croissants de logements de qualité. Le Sénégal mise sur un projet urbain inédit. Ville verte, future première ville verte intégrée d'Afrique de l'Ouest, lancée ce samedi par Casa Orascom en partenariat avec l'État. Cette cité nouvelle ambitionne de transformer le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose en un modèle de développement durable alliant nature, innovation et bien-être. Nichée au cœur du Sénégal, Ville Verte se révèle comme la première ville verte intégrée d'Afrique de l'Ouest. Ce samedi, Casa Orascom, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, a dévoilé le projet de cette cité où la forêt de Filao épouse le lac Rose, où l'océan dialogue avec les plages préservées et où vivre rime avec harmonie, nature et communauté. Merci. Le projet Ville Verte au lac Rose, porté par Casa Orascom en relation avec la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose, est un projet de ville intégrant un ensemble de commodités d'une grande ville, mais initié au cœur d'un écrin entre le Lac Rose et la mer, avec une conservation de la forêt existante de Filao. Aujourd'hui, au niveau du Lac Rose, nous allons construire une ville douce,
une ville touristique, une ville en harmonie avec la nature, une ville qui va nous permettre de préserver l'écosystème du lac Rose et sa teinte rose qui est spécifique au lac Rose. Ce sera une ville de 7 000 à 10 000 logements. Initialement, on était sur 18 000 logements et aujourd'hui, on est sur 7 000 logements. Une ville avec une mini-zone industrielle qui pourra accueillir 200 à 400 petites et moyennes entreprises, mais aussi une ville qui, dans le cadre de la construction, pourra mobiliser plus de 20 000 emplois, mais in fine sur la ville et les infrastructures de la ville, les infrastructures marchandes, on pourra créer plus de 10 000 emplois. Sur 216 hectares, Ville Verte combine nature et innovation. Tri sélectif, recyclage des eaux, reboisement, chaque geste est pensé pour préserver l'équilibre entre urbanisme et environnement. Une ville où l'homme et la nature coexistent et où la créativité sénégalaise trouve un écrin exceptionnel. Affordability is something. Les logements abordables, c'est la fondation de toutes les promotions, de tout le travail que nous faisons. Pour être vraiment très très clair, c'est un développement qui prévoit d'inclure toutes les couches de la population. But it's a mixed use. Notre ambition, c'est de créer une communauté où toutes les couches sociales de la population sénégalaise, quel que soit leur niveau de revenu, peuvent coexister, co-vivre dans cette communauté. Approuvé par l'État du Sénégal et soutenu par le ministère de l'Environnement et la Direction générale des pôles urbains, Ville Verte garantit durabilité et conformité aux normes nationales. L'État accompagne ce projet parce que dans l'agenda national de transformation, nous avons un axe qui est consacré à l'aménagement et le développement durable. Ça veut dire que nous avons une volonté claire, politique, affirmée pour promouvoir le développement durable. La ville verte n'est pas une option, mais c'est une obligation parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Nous sommes dans un contexte où les villes se réchauffent de plus en plus avec l'industrialisation, mais aussi avec le transport. C'est pourquoi bâtir des villes vertes, c'est une nécessité. Partout, faire en sorte que le reverdissement, l'aménagement paysager soit une réalité pour que nous puissions avoir des cadres de vie, un cadre urbain qui puisse nous permettre de vivre de manière très correcte. Ce lancement officiel marque le début d'une aventure urbaine majeure, poser les fondations d'une ville nouvelle, durable et ambitieuse, pensée pour l'espace, du souffle et de l'harmonie au cadre de vie sénégalais.